Pendant longtemps, les émotions n'étaient pas considérées comme une portion importante de l'expérience utilisateur. L'emphase était mise sur la fonctionnalité beaucoup plus que sur le vécu de l'utilisateur. Mais de nos jours, il ne suffit pas que l'interface soit fonctionnelle pour qu'elle soit utilisée. Les usagers évitent les éléments qui les frustrent et gravitent vers les logiciels qui leur plaisent. L'élément de plaisir de nos interactions avec la technologie prend de plus en plus d'importance parce qu'on a envie d'aimer nos systèmes et nos interfaces vu qu'on passe autant de temps avec eux. En expérience utilisateur, la raison pour laquelle c'est très important d'étudier les émotions, c'est qu'elles sont la motivation. C'est le moteur derrière le comportement des gens. En étudiant le pourquoi d'un comportement, pourquoi quelqu'un persévère dans un jeu ou pourquoi quelqu'un abandonne un achat dans du commerce électronique, on va pouvoir identifier l'élément de notre système qui a causé cette émotion et mieux comprendre comment développer de bons systèmes. Par exemple, peut-être que la persévérance dans le jeu vient avec la fierté ressentie suite à l'obtention d'un trophée, ou peut-être que l'abandon est venu suite à une frustration causée par un système qui ne reconnaît pas votre adresse. On pourra alors s'assurer de donner plus souvent des trophées, c'est-à-dire de renforcer les feedbacks positifs, ou simplifier le formulaire où on inscrit son adresse, c'est-à-dire éliminer les points de friction. Mais étudier, mesurer les émotions, c'est pas simple. Premièrement, il faut faire la distinction entre les émotions, l'humeur et le tempérament. Une émotion, c'est quelque chose d'instantané et de courte durée qui est en réaction à un événement spécifique. On ne peut pas contrôler l'apparition d'une émotion. Quand le clown dans le film d'horreur nous fait sursauter, on ressent de la peur, on ne peut pas s'en empêcher. L'humeur, c'est moins spécifique à un événement externe. Ça vient de l'intérieur et on a un certain contrôle. On peut choisir d'être de bonne humeur et sourire, par exemple. Et le troisième niveau, c'est le tempérament, qui est vraiment long dans le temps et extrêmement stable. Par exemple, l'optimisme, c'est un tempérament. Quand on fait un test utilisateur, c'est l'émotion qu'on veut mesurer en réaction à une interaction. On veut s'assurer d'isoler la réaction de la personne de son tempérament. Alors, il est important de comparer une personne à elle-même. Généralement, on va mesurer l'état de la personne au repos avant de débuter le test et on soustrait cet état de ce qu'on mesure en réaction à l'interaction. Si l'émotion vécue lors de l'interaction est plus négative que l'état de repos, on considère que l'interaction a causé une émotion négative. Aussi, puisque c'est l'émotion qu'on veut mesurer et que les émotions sont instantanées et de courte durée, ce qui est important de retenir, c'est qu'on va vouloir identifier la notion de temporalité. C'est-à-dire, on doit identifier le moment précis de l'événement pour regarder l'émotion qui est apparue tout de suite après et pas l'émotion de l'événement qui a eu lieu 5 secondes plus tard. Quand on pense aux émotions, on pense souvent à faire ce qu'on appelle de la catégorisation discrète. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir définir et mesurer chaque émotion comme la colère et la joie. La distinction entre la colère et la joie est assez évidente, mais la distinction entre la colère et la frustration l'est beaucoup moins. Alors, on préconise plutôt l'utilisation de la catégorisation dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on définit l'émotion de la personne sur 2 dimensions ou 2 échelles, soit l'intensité de l'émotion et la positivité et négativité de l'émotion. Plus précisément, on va parler d'activation ou d'excitation. Le terme original en anglais, c'est arousal, pour évaluer l'intensité, et de valence, positive ou négative, pour contraster le plaisir et le déplaisir. L'utilisation de ce modèle va nous permettre de contraster 2 réactions aux interfaces A et B, par exemple. Si l'interface A menait à des émotions qui étaient un peu plus faibles sur les 2 échelles, on peut dire que l'émotion était plus négative et moins intense. Quand on veut mesurer les émotions, les outils neurophysiologiques sont particulièrement utiles parce qu'en général, les gens ne sont pas toujours bons pour évaluer leurs émotions. Soit que la dernière émotion qu'ils ont vécue a une beaucoup plus grande influence sur leur réponse, c'est ce qu'on appelle le biais de rétroaction. Par exemple, si je vis une émotion très forte et positive à la toute fin de mon interaction, j'aurai moins tendance à souligner les moments de frustration qui sont survenus plus tôt.
soit qu'ils sont un peu gênés d'avoir vécu une certaine émotion et préfèrent ne pas la verbaliser. On peut, par exemple, être mal à l'aise d'avoir été extrêmement frustré de ne pas comprendre un certain bouton et d'avoir pensé que c'est parce qu'on n'était pas assez intelligent pour comprendre, alors on n'aura pas particulièrement envie de soulever ce point. C'est ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Il y a différentes façons d'éviter ou de minimiser ces biais. Les meilleurs sont les outils de mesure neurophysiologiques. Avec ceux-ci, les biais n'ont pas d'influence puisqu'on mesure les émotions à la source au moment où elles se produisent. Mais on peut également utiliser des outils pictographiques qui sont moins sensibles aux biais de désirabilité sociale. Je vous présenterai d'abord le SAM Scale, un outil pictographique, et plus tard dans le cours, nous vous présenterons des outils de mesure neurophysiologiques. L'objectif d'un test utilisateur, c'est de comprendre qu'est-ce qui a motivé les utilisateurs à agir d'une certaine façon. Il y a plusieurs éléments qu'on peut considérer, entre autres les émotions. Il y a aussi des éléments cognitifs comme l'attention et la manifestation de notre motivation, c'est-à-dire le comportement de l'utilisateur.